Une lumière blanche, aveuglante, puis le silence. À 18 000 mètres au-dessus des eaux sombres de la mer de Chine méridionale, un éclair déchire le ciel comme si le soleil lui-même avait explosé. Les débris du drone RQ-4 Global Hawk, ailes arrachées, fuselage en fusion, tombent en spirale vers les vagues, laissant derrière eux une traînée de fumée noire qui ressemble à une blessure dans le ciel. Et à exactement ce même instant, à des milliers de kilomètres de là, dans le centre opérationnel de l'US Air Force à la base de Beale en Californie, un écran devient noir. Un technicien retire ses écouteurs. Il regarde son supérieur. Personne ne parle, parce que tout le monde comprend que ce qui vient de se passer ne peut pas être défait. Quelque chose d'irréversible vient de se produire, et le monde entier ne le sait pas encore. Nous sommes le 14th of March. Il est 9:47, heure locale. Et ce drone abattu au-dessus des eaux disputées de la mer de Chine méridionale va déclencher la crise militaire la plus grave que l'humanité ait connue depuis la fin de la guerre froide. Voilà comment tout a commencé. Le RQ-4 Global Hawk est l'un des drones de reconnaissance les plus sophistiqués jamais construits par les États-Unis. Long de 14 mètres, avec une envergure de 39 mètres, il peut voler pendant plus de 30 heures d'affilée à des altitudes où aucun avion commercial ne peut le rejoindre. Il ne transporte pas d'armes. Sa mission est d'observer, d'écouter, d'enregistrer. Ce matin-là, il effectuait une mission de surveillance de routine. Du moins, c'est ce que Washington affirmait. Il se trouvait à 120 km à l'est de l'archipel des Spratly, au-dessus de ce que les États-Unis considèrent comme des eaux internationales. Ce que la Chine, elle, considère comme sa zone d'exclusion souveraine. À 9:43, deux chasseurs J-16 de l'Armée populaire de libération, l'APL, ont décollé de la base aéronavale de Lingshui sur l'île de Hainan. 4 minutes plus tard, l'un d'eux a lancé un missile RR-PL-15. Le drone n'avait aucune chance. Il n'avait pas de contre-mesure. Il n'avait pas de pilote à bord pour tenter une manœuvre d'évitement. Il était juste là, suspendu dans le ciel bleu, faisant son travail. Et en 4 minutes, il n'existait plus. Qui a donné l'ordre de tirer? C'est la question que tout Washington se posait en ce 14th of March à 10:30, quand les premiers rapports ont commencé à affluer vers le Pentagone. Un ordre de cette nature, abattre un drone militaire américain, ne se prend pas de manière impulsive. Cela implique une chaîne de commandement. Cela implique une décision politique au plus haut niveau. Et cela implique une intention. À 11:15, le secrétaire à la Défense convoquait une réunion d'urgence dans la salle de crise du Pentagone. Autour de la table, le chef d'état-major interarmé, le commandant de l'US Indo-Pacific Command, des représentants de la CIA et de la NSA et plusieurs conseillers du Conseil de sécurité nationale. Les visages étaient graves, les voix étaient basses. Sur les écrans, les dernières images transmises par le drone avant sa destruction défilaient en boucle. Des eaux bleues, des formations nuageuses, et puis, dans le coin supérieur droit de l'image, la silhouette d'un J-16 qui se rapprochait à toute vitesse. Pendant ce temps, au Congrès, les premières réactions ne se faisaient pas attendre. Des sénateurs des deux partis montaient au créneau, microphone tendu, visage rouge. « C'est un acte de guerre », déclarait l'un d'eux. « Les États-Unis ne peuvent pas rester les bras croisés pendant que la Chine détruit notre matériel militaire dans les eaux internationales. » Un autre réclamait une réponse militaire immédiate et proportionnée. En quelques heures, le mot « guerre », ce mot que personne ne voulait prononcer, était sur toutes les lèvres. Et vous, à leur place, qu'auriez-vous fait? Face à la destruction d'un drone militaire, face à la pression du Congrès, face à l'opinion publique qui demande une réponse, est-ce qu'on peut encore choisir la diplomatie? Ou est-ce que certains événements vous forcent la main, qu'on le veuille ou non? La nuit du 14th of March, le président américain s'adressait à la nation depuis le bureau ovale. Sa voix était calme, mais ses mots étaient tranchants comme du verre. Les États-Unis ne toléreront pas d'agression contre leurs forces armées, où qu'elles se trouvent dans le monde.
la destruction délibérée d'un aéronef militaire américain en mission de surveillance légale dans les eaux internationales constitue une violation grave du droit international et une provocation directe envers les États-Unis d'Amérique. Nous avons demandé des explications à Pékin. Nous attendons une réponse. Et si cette réponse n'est pas satisfaisante, nous saurons prendre les mesures qui s'imposent. À Pékin, la réponse de Xi Jinping ne se faisait pas attendre. Debout derrière son pupitre dans la grande salle du peuple, entouré de son conseil militaire, le dirigeant chinois parlait d'une voix égale, presque sereine, mais ces mots étaient une déclaration de principe sans ambiguïté. La Chine a le droit inaliénable de défendre sa souveraineté territoriale et maritime. L'aéronef en question opérait dans une zone que la République populaire de Chine considère comme relevant de sa juridiction. Nos forces armées ont agi conformément à leurs prérogatives légales. La Chine ne cédera pas face aux intimidations, et elle n'acceptera aucune ingérence dans ses affaires intérieures. Deux discours, deux visions du monde irréconciliables, et entre elles, centimilles-kilomètres de mer Bleue et des millions de tonnes d'acier militaire qui commençaient à se mettre en mouvement. Le 15 mars, au matin du deuxième jour, le Pentagone annonçait le déploiement d'un groupe aéronaval de combat en mer de Chine méridionale. En tête, le USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus moderne et le plus puissant jamais construit par l'humanité. Long de 300 mètres, capable de transporter 90 aéronefs, équipé de catapultes électromagnétiques et d'un système de défense intégré d'une sophistication inégalée. À ses côtés, two destroyers de la classe Harley-Burke, le USS Gravely et le USS Mason, chacun armé de missiles Tomahawk et de systèmes de défense antimissiles Aegis. La flotte traversait le détroit de Luçon à Toin-Note-Neu, cap au sud-ouest. Pékin observait, et Pékin répondait. Dans les premières heures du 15th of March, 3 sous-marins nucléaires d'attaque de classe type O93, que l'OTAN appelle Chang, quittaient silencieusement leur base et disparaissaient dans les profondeurs de la mer de Chine méridionale. Simultanément, sur les côtes de la province de Hainan, des convois militaires transportaient et déployaient des batteries de missiles DF-21D, surnommés « tueurs de porte-avions » par les analystes occidentaux. Ces missiles balistiques anti-navires ont une portée de 1500 km et une précision suffisante pour toucher un porte-avions en mouvement. Pour la première fois depuis des décennies, le USS Gerald R. Ford n'était plus invulnérable. Le monde retenait son souffle. Les marchés financiers réagissaient avec une brutalité immédiate. Le 15th of March, les indices boursiers mondiaux chutaient de 18% en une seule journée de trading. À Paris, le CAC 40 perdait 1847 points à la clôture. À Tokyo, la bourse suspendait les échanges après une chute de 22%. À New York, le Dow Jones enregistrait sa pire journée depuis le crack of 1987. Des millions d'épargnants, des retraités, des familles, des gens ordinaires qui avaient mis de côté un peu d'argent pour l'avenir, regardaient leurs économies s'évaporer sur leurs écrans de téléphone, impuissants. À Manille, les autorités philippines déclenchaient les premières mesures d'évacuation dans les quartiers côtiers. À Hong Kong, des files d'attente se formaient devant les banques, devant les stations de métro, devant les aéroports. Des familles entières portaient des valises, des enfants dans les bras, l'angoisse sur les visages. Les hôtels affichaient complets, les vols internationaux étaient pris d'assaut. Et dans les salons d'Amérique, d'Europe, de France, des millions de personnes regardaient leurs écrans de télévision avec ce sentiment particulier, ce mélange de fascination et de terreur, que quelque chose d'énorme était en train de se passer, quelque chose qui les dépassait, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Le 16th of March, jour 3, les diplomates travaillaient encore. Des appels téléphoniques entre Washington et Pékin, des messages via des canaux de communication d'urgence, des émissaires qui se croisaient dans des couloirs discrets. Mais sur le terrain, la logique militaire avait déjà pris le dessus. Et la logique militaire a ses propres règles, ses propres temporalités, ses propres points de non-retour.
Le 17th of March, at 14:22, heure locale, le premier vrai combat aérien de la crise se produisait au-dessus des eaux disputées, à 80 km au nord-est de l'atoll de Fiery Cross. Fort F/A-18 Super Hornet du USS Gerald R. Ford effectuait une mission d'escorte quand les radars ont détecté une formation de 6 chasseurs J-20, le fleuron de l'aviation de combat chinoise, qui approchaient à grande vitesse. Le J-20 est un chasseur de 5e génération, furtif, rapide, doté de systèmes d'armes de dernière génération. C'était la première fois que ces deux appareils, le Super Hornet américain et le J-20 chinois, se retrouvaient face à face dans un contexte réellement hostile. Les règles d'engagement américaines stipulaient que les pilotes ne pouvaient tirer qu'en cas de menace directe et imminente. Les Chinois, de leur côté, avaient reçu des ordres qui restaient flous, du moins pour les analystes occidentaux. Ce qui est certain, c'est qu'à 14:31, un missile RR chinois PL-15 touchait l'un des Super Hornets. Le lieutenant-commandant James Harrington, 34 ans, originaire de Columbus, dans l'Ohio, père de 3 enfants, s'éjectait de son cockpit à 8000 mètres d'altitude. Son parachute s'ouvrait. Il tomberait dans la mer. Il serait récupéré 47 minutes plus tard par un hélicoptère de secours, vivant, mais blessé aux 2 jambes. Dans les secondes qui suivaient, les 3 Super Hornets restants engageaient les J-20. Le combat durait 4 minutes and 17 seconds, une éternité dans l'aviation de combat moderne. À la fin, un J-20 chinois était abattu. Son pilote ne s'était pas éjecté. Le premier mort de la crise venait d'avoir un nom, un visage, une famille quelque part en Chine qui ne savait pas encore. Un avion américain abattu, un avion chinois détruit, un pilote américain blessé, un pilote chinois mort. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Kina, est-ce que c'est encore un incident isolé ou est-ce que c'est le début d'une guerre? Qui est vraiment responsable de l'escalade à ce stade? La Chine, qui a abattu le drone en premier? Les États-Unis, qui ont envoyé leur groupe aéronaval? Ou les deux, pris dans une logique de confrontation que ni l'un ni l'autre ne contrôlent vraiment? Les 18 et 19 mars marquaient le passage d'une escalade contrôlée à quelque chose de fondamentalement différent. Dans la nuit du 18 au 19 mars, à 2:15, 24 missiles de croisière Tomahawk étaient lancés depuis le USS Gravely et le USS Mason. Leur cible, la base navale chinoise sur l'île Woody, que les Chinois appellent Yongqing, dans les îles Paracel. Cette base abritait des installations radars, des hangars pour avions de combat, des dépôts de carburant et de munitions et des systèmes de missiles côtiers. Les Tomahawk volaient à 880 km/h à très basse altitude, contournant les défenses radars chinoises. 19 des 24 missiles atteignaient leur cible. Les hangars brûlaient, les dépôts explosaient. Les flammes étaient visibles à 40 km de distance. La réponse chinoise arrivait 6 heures plus tard, à 8:47 du matin. 3 missiles balistiques DF-26, surnommés tueurs de Guam, étaient lancés depuis le continent chinois. Leur cible, la base aérienne d'Andersen sur l'île de Guam, le principal hub militaire américain dans le Pacifique occidental. Tous des 3 missiles étaient interceptés par les systèmes de défense antimissiles THAAD. Le troisième passait à travers. Il frappait la partie sud de la base à 9:03. 2 hangars étaient rasés. Une section de piste était endommagée. 14 militaires américains étaient blessés. Aucun mort, mais 3 dans un état grave. Pour la première fois depuis Pearl Harbor, le sol américain, ou du moins un territoire américain, venait d'être frappé par un adversaire étranger. À Washington, l'atmosphère dans la salle de crise du Pentagone était électrique. Les généraux penchés sur leurs cartes, les conseillers qui chuchotaient dans les couloirs, les téléphones qui sonnaient en permanence. Le président américain était connecté en permanence par liaison sécurisée. Sur les écrans, les images satellites montraient les dégâts à Guam en temps réel.
Un général 4 étoiles pointait du doigt des coordonnées sur une carte et disait des mots que personne dans cette salle ne voulait entendre. À Zhongnanhai, le complexe gouvernemental de Pékin, où réside et travaille Xi Jinping, l'atmosphère était différente, mais tout aussi tendue. Autour de la table du conseil militaire, des hommes en uniforme au visage de pierre. Des analyses, des projections, des scénarios. Et au bout de la table, Xi Jinping lui-même, immobile, les mains à plat sur la table, écoutant, pesant, décidant. Le 20th of March, jour 7, la crise atteignait une nouvelle dimension. À l'aube, des navires de débarquement de l'APL déposaient une force d'environ 400 soldats de la marine chinoise sur le récif de Mischief, un atoll disputé que les Philippines revendiquent également. Les soldats chinois établissaient rapidement une tête de pont, déployant des armes légères, des systèmes de missiles portables et des drones de reconnaissance. Mais ils n'étaient pas seuls. Un détachement de 28 Navy SEALs américains, déployé discrètement depuis un sous-marin nucléaire d'attaque la veille, avait établi des positions sur l'atoll dans la nuit. Ce qui suivait était un combat de 3 heures, brutal, au corps à corps dans certains cas, entre des soldats d'élite des 2 plus grandes puissances militaires du monde. À la fin, 4 Navy SEALs étaient morts. 7 étaient blessés. Du côté chinois, 11 soldats avaient été tués. 23 blessés. L'atoll restait disputé. Aucune des deux parties ne contrôlait vraiment le terrain. 4 Américains morts. 11 Chinois morts. Des noms, des visages, des familles. Les jours 8, 9 et 10 voyaient la crise s'étendre comme une tache d'huile sur une carte géopolitique. Taïwan, qui observait la situation avec une anxiété croissante depuis le début, portait son armée au niveau d'alerte maximum. Des chasseurs F-16V patrouillaient en permanence dans l'espace aérien de l'île. Des missiles sol-air étaient déployés le long des côtes. Et dans les rues de Taipei, des gens faisaient la queue devant les supermarchés pour acheter des provisions, avec ce regard qu'on a quand on ne sait pas ce que demain va apporter. Le Japon fermait son espace aérien à tous les vols civils en provenance et à destination de Chine. Le Premier ministre japonais s'exprimait devant la Diète nationale. Le Japon suit avec une extrême inquiétude l'évolution de la situation en mer de Chine méridionale. Nous appelons toutes les parties à la retenue et au dialogue. La stabilité régionale est une condition sine qua non de la paix et de la prospérité de l'Asie. Des mots prudents, diplomatiques, mais derrière eux, des bases militaires américaines au Japon en état d'alerte maximale, des destroyers japonais de la classe Kongo repositionnés dans les eaux proches des îles Senkaku. À Moscou, Vladimir Poutine convoquait une conférence de presse. Sa déclaration était ce qu'on attendait de lui, ambigu, calculé, orienté. La Russie observe avec préoccupation les provocations de l'Occident en Asie. Les États-Unis semblent déterminés à déstabiliser l'ordre mondial en cherchant à encercler militairement la Chine et la Russie. Nous appelons à la désescalade, mais nous comprenons que certains de nos partenaires soient contraints de défendre leur souveraineté. Ni condamnation de la Chine, ni soutien explicite, mais le message était clair pour qui savait lire entre les lignes. À New York, le secrétaire général des Nations Unies convoquait une session d'urgence du Conseil de sécurité. Sa voix tremblait légèrement quand il s'adressait aux délégués réunis. Ce que nous vivons en ce moment est la crise la plus dangereuse depuis la guerre froide. Chaque heure qui passe sans cesser le feu augmente le risque d'une escalade incontrôlable. Je demande instamment aux États-Unis et à la Chine de suspendre immédiatement toutes les opérations militaires et d'engager un dialogue direct. Le monde ne peut pas se permettre une guerre entre les 2 plus grandes puissances nucléaires. Le vote sur une résolution de cessez-le-feu se soldait par un veto américain et un veto chinois. Le Conseil de sécurité était paralysé, comme toujours dans les moments où il était le plus nécessaire. À Bruxelles, l'OTAN tenait une réunion d'urgence des ambassadeurs. La question centrale, l'article 5, s'appliquait-il si les États-Unis étaient attaqués dans le Pacifique? La réponse diplomatique était nuancée.
Certains alliés européens appelaient à la solidarité atlantique, d'autres à la retenue. La France, fidèle à sa tradition d'autonomie stratégique, appelait à une solution négociée tout en réaffirmant son soutien à ses alliés. L'Allemagne exprimait son profond désarroi. Le Royaume-Uni envoyait un destroyer en mer d'Arabie, en soutien aux opérations alliées. Et pendant ce temps, dans des appartements à Paris, à Lyon, à Marseille, des gens regardaient leurs écrans avec cette question silencieuse. Est-ce que ça nous concerne ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que nos enfants seront en sécurité ? Parce que les guerres, même lointaines, ont une façon de se rapprocher. Les prix de l'énergie qui explosent, les chaînes d'approvisionnement qui se brisent, les marchés financiers qui s'effondrent. La guerre n'a pas besoin d'être chez vous pour vous toucher. Alors comment pensez-vous que l'Europe devrait réagir face à ce conflit ? Rester en retrait et préserver ses intérêts économiques ? Ou soutenir ses alliés américains au risque de se retrouver entraînés dans une spirale qu'elle ne contrôle pas ? Le bilan, au soir du 10e jour, était le suivant. 7 avions américains abattus ou endommagés. 9 avions chinois détruits. 1 destroyer américain, le USS Mason, touché par un missile anti-navire et contraint de se retirer pour réparation, avec 23 blessés à bord. 1 sous-marin chinois, type O93, coulé dans des circonstances encore non confirmées officiellement par aucune des deux parties. 4 Navy SEALs américains morts au combat. 11 soldats chinois tués sur le récif de Mischief. 14 militaires américains blessés à Guam. Des dizaines de blessés des deux côtés dans les différents engagements aériens et navals. Et 1 pilote chinois mort dans le premier combat aérien, le premier de beaucoup si rien ne changeait. Ces chiffres, froids sur le papier, représentaient des vies. Des hommes et des femmes qui s'étaient levés un matin, avaient enfilé leur uniforme et ne reverraient peut-être plus jamais leur famille. Le 21st of March, sous une pression internationale immense et face à la réalité économique catastrophique, les marchés mondiaux avaient perdu au total plus de 12 000 milliards de dollars de capitalisation en 10 jours. Les deux parties acceptaient d'envoyer des représentants à une réunion préliminaire à Singapour. Pas des négociations, pas un cessez-le-feu, juste une réunion, pour parler, pour voir s'il restait quelque chose à sauver. Les délégations se retrouvaient dans un hôtel neutre, sous la médiation du Premier ministre singapourien. Les représentants américains et chinois s'asseyaient à la même table pour la première fois depuis le début de la crise. Ils se regardaient. Ils ne se serraient pas la main. Pendant ce temps, en mer de Chine méridionale, les deux flottes restaient face à face. Le USS Gerald R. Ford et son groupe aéronaval à 340 km à l'est des îles Paracel. En face, une flotte chinoise de 8 navires de combat, dont 2 destroyers de la classe type O55, les plus puissants destroyers jamais construits par la Chine, et quelque part dans les profondeurs, les tout sous-marins type O93 survivants, silencieux, invisibles, attendants. Les tout flottes étaient à portée de tir l'une de l'autre. Les radars se scrutaient en permanence. Les systèmes d'armes étaient en mode d'alerte. Les pilotes dormaient dans leur cockpit, prêts à décoller en fort minute. Et chaque commandant de chaque navire savait que si quelqu'un, quelque part, faisait une erreur, une mauvaise lecture d'un signal radar, un geste mal interprété, une communication brouillée, tout pouvait s'embraser en quelques secondes. À Singapour, les négociateurs parlaient. Leur voix était calme, leurs arguments étaient préparés. Mais dans leurs yeux, on pouvait lire quelque chose que les mots ne disaient pas. La conscience que derrière chaque phrase, derrière chaque proposition et contre-proposition, il y avait des hommes et des femmes en uniforme qui attendaient, les doigts sur les déclencheurs. La question du drone était au cœur de tout. Les Américains exigeaient des excuses officielles, une compensation financière et l'engagement que cela ne se reproduirait pas. Les Chinois refusaient de s'excuser. S'excuser reviendrait à admettre que le drone avait le droit de voler là où il volait, ce qui reviendrait à abandonner leurs revendications sur ses eaux. Deux positions irréconciliables.
deux logiques nationales qui se heurtaient comme des plaques tectoniques. Et pendant que les diplomates cherchaient une formule de compromis, une formulation ambiguë qui permettrait à chacun de sauver la face, les heures passaient. Et chaque heure qui passait sans accord était une heure de plus où la situation pouvait déraper. Le soir du 21st of March, les négociations étaient suspendues pour la nuit. Les délégations regagnaient leur chambre d'hôtel. Demain, elles reprendraient. Peut-être. Mais personne ne savait ce qui se passerait cette nuit-là en mer de Chine méridionale. Personne ne savait si un pilote fatigué ne ferait pas une erreur, si un opérateur sonar ne confondrait pas un bruit de fond avec une torpède, si un commandant ne recevrait pas un ordre mal formulé. Le monde entier retenait son souffle. Et quelque part, au fond des eaux sombres de la mer de Chine méridionale, là où la lumière ne descend pas, là où règne un silence absolu que rien ne trouble jamais, de sous-marins chinois continuaient de patrouiller, silencieux comme des ombres, attendant un ordre qui, espérons-le, ne viendrait jamais. Tout avait commencé par une lumière blanche dans le ciel, des débris qui tombaient dans les vagues et un écran qui devenait noir dans un centre opérationnel en Californie. Et maintenant, 10 jours plus tard, le monde se trouvait à l'endroit le plus dangereux qu'il ait occupé depuis des décennies, sur le fil d'un rasoir, entre la guerre et la paix, entre la raison et l'irréparable. La question n'était plus de savoir si ce conflit pouvait être arrêté. La question était de savoir si quelqu'un, quelque part, aurait le courage, ou la sagesse, de tendre la main en premier. Et cette question-là, personne ne pouvait y répondre à la place des hommes qui tenaient les leviers du pouvoir. Ni à Washington, ni à Pékin, ni à Singapour. N'apichez dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce qu'on peut encore éviter la catastrophe? Ou est-ce que le monde a déjà franchi un point de non-retour dont personne ne parle vraiment? Parce que ce qui se joue là-bas, dans ces eaux bleues et profondes, ne concerne pas seulement des soldats et des amiraux. Cela nous concerne tous, chacun d'entre nous. Et peut-être que la première étape pour changer quelque chose, c'est d'en parler.